Donc, bonjour à tous, merci pour l'invitation et pour cette présentation de nos travaux. Donc aujourd'hui, il sera question de cette figure universelle de la forêt de Thel. C'est un document dessiné à l'encre sur parchemin qui se compose de plusieurs morceaux assemblés autour d'une pose centrale. Sur la pose centrale qui mesure 73 cm par 65 est représentée la forêt à proprement parler, dans une vue oblique à vol d'oiseau avec les seigneuries circonvoisines. Cette peau centrale est augmentée d'un certain nombre de morceaux qui font de la figure un document qui mesure environ 1 mètre carré, 105 par 96 cm. Et autour de cette forêt sont représentées les grandes villes du nord du royaume. Nicole Leroy, dès 1998, avait mis en avant ce fabuleux document conservé aux archives départementales du Val d'Oise à l'occasion d'une exposition consacrée aux aspects méconnus de la Renaissance en Île-de-France. Elle soulignait le riche dossier documentaire conservé avec cette figure dans le Chartrier de la Roche-Guyon. Un dossier documentaire qui comprend une lettre patente de François Ier, datée du 1er avril 1541, dans lequel il est question de la visite des lieux et des lieux qui seront figurés, et un procès verbal de la confection de la figure, daté du 2-3 juin 1541, et qui pose les jalons du contexte de production de cette figure, levée à l'occasion d'un conflit autour de droits de gruerie, mettant en jeu 3 co-seigneurs, le roi, seigneur de Chaumont, Jacqueline d'Estouteville, dame de Trichâteau, et Charles Pellevé, seigneur de Jouy-en-Thel et de la Tour-aux-Bègues. Le tout sous le regard avisé de Pierre Othman, lieutenant général des eaux et forêts. Une meilleure connaissance de ce type de document révélé au public en ce moment même à l'occasion de l'exposition dont Sylvie de Chavannes vient de vous toucher 2 mots et la découverte de nouveaux documents dans les registres des eaux et forêts permet aujourd'hui de vous présenter ce document de manière plus complète, de le replacer dans son contexte institutionnel, scientifique et artistique du XVIe siècle. Ce document est en effet autant un témoin exceptionnel de l'art de la Renaissance en France qu'un jalon fondamental dans l'histoire de la cartographie européenne. Merci Raphaël. Avant que nous plongions dans les détails de ce cas particulier, je voudrais d'abord parler un peu de ce genre d'image et de la tradition à laquelle elle appartient. Nous parlons de la figure de la forêt de Thel en utilisant le mot figure au lieu du mot carte. À l'époque de la production de cette image, on utilisait le mot carte plutôt pour un espace plus large, comme une carte de la France ou une carte du monde. Pour un espace forestier, comme on a à Thel, c'est plutôt une figure, mot dérivé de la figura de latin, ou un portrait, ce qu'on utilise plutôt aujourd'hui pour la représentation exacte d'une personne, mais qui dérive à la base d'une copie faite trait pour trait. Cette cartographie locale mise en valeur dans l'expo apparaît pour la première fois en France au début du XIVe siècle, mais on connaît des exemples antérieurs en Angleterre et en Italie. Bien qu'elle était presque complètement inconnue il y a 50 ans, maintenant, grâce aux efforts des chercheurs et des archivistes, plusieurs centaines sont sorties de l'ombre. Elles servaient plusieurs buts, comme l'aménagement d'un bâtiment ou d'une rivière, ou pour préparer ou commémorer une bataille, ou décrire ou célébrer un lieu. Mais la plupart de ces figures sont produites pour régler un conflit. Une figure, comme celle de la forêt de Thel, aurait été préparée souvent quand un cas remonte à un cours d'appel et quand le juge, assez loin des lieux contentieux, avait besoin d'une image du terrain qu'il pouvait regarder à son aise
et qui servirait comme document durable de la visite du site. Pour répondre à ces besoins, il y a une époque quand le métier de cartographe n'était pas encore étroitement lié à la mesure. Cette cartographie locale se développe, privilégiant une représentation visuelle du territoire. Les auteurs de ces cartes étaient formés à observer directement les formes naturelles et à les dessiner avec un soin méticuleux. Autrement dit, ils étaient des artistes. Bien qu'il puisse nous sembler étrange aujourd'hui que les peintres aient été chargés de produire des cartes, à l'époque, des manuels juridiques comme la pratique judiciaire de 1544 de Jean Humbert affirment que les peintres sont les professionnels préférés pour cette tâche. Un témoignage du céramiste Bernard Palissy révèle que le travail était très bien payé, ce que Raphaël va confirmer aujourd'hui dans ce cas. Malheureusement, aucune des cartes de Palissy n'a été conservée. Normalement, le peintre ou les peintres, comme il est le cas à Tel, est nommé et accordé par les deux parties ou parfois par le juge qui prend tout en main lui-même en faisant l'appel à un peintre qu'il connaît. La production d'une carte judiciaire commençait par la visite du site, ce qu'on appelle une descente sur les yeux. Le peintre accompagna souvent les parties, leurs avocats et le juge lors d'une visite sur les yeux. Il faisait des croquis sur place et parfois il revenait seul ou faisait d'autres excursions afin de mieux saisir l'image des lieux. Dans son atelier, l'artiste assemblait ses croquis, puis l'image complétée était examinée par les parties et les avocats et souvent corrigée et annotée afin qu'ils puissent s'accorder sur sa véracité. Dans un sens, la véracité du jugement dépendait sur la véracité de la figure. Les artistes, avec leur expertise dans le dessin et la perspective, pouvaient représenter un territoire, parfois avec un arpenteur qui mesurait le terrain. Des artistes de profils différents ont produit des cartes. Jean Cousin, par exemple, père et fils, il faut dire, a travaillé dans de nombreux domaines, dont la peinture, l'orfèvrerie, la tapisserie et la gravure. Les deux peintres de la figure de Tel, Romain Buron et Audricourt, étaient respectivement un peintre verrier et un peintre. Les peintres verriers, en particulier, avaient l'expertise de construire une image vue d'une autre perspective, comme est souvent le cas pour une carte, c'est-à-dire la perspective du spectateur sur le sol qui regarde le vitrail d'en bas, plutôt que la perspective d'un spectateur qui est placé directement devant le vitrail. Alors, cet changement de perspective, ce jeu de perspective, disons, est vraiment un des grands outils des peintres verriers. Peut-être lié à cette diversité d'expertise, on voit qu'il n'existait pas de formes ou de conventions établies pour la production de cartes juridiques. Elles pouvaient être grandes ou petites, schématiques ou détaillées, dessinées ou peintes. Venez voir l'expo. La grande diversité de formats, des conventions et des techniques de ces figures égale la grande diversité des terrains représentés par elles. Nous voyons des villes, des paysages, des champs, des paroisses, des dîmes, des seigneuries, des montagnes, mais surtout des rivières et des bois et des forêts. Les raisons pour la fréquence de ces sujets sont plusieurs. D'abord, à la fin du Moyen Âge et jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'Europe a vécu un moment de changement climatique, le petit âge glaciaire, quand il y avait beaucoup d'inondations. Les rivières ont souvent débordé leurs rives. Le froid créait un besoin pour le bois de chauffage, souvent pris sans autorisation d'un bois royal. Donc la gestion et l'aménagement des cours d'eau sont devenus plus compliqués, plus conflictuels. Comme on le voit maintenant, un changement de climat peut faire naître beaucoup de conflits. Mais il y a une deuxième raison
pour la prolifération des figures des cours d'eau et des forêts et des bois dans les cartes. Et elle est l'administration même des eaux et forêts, une organisation royale qui surveillait ces ressources naturelles, y compris la chasse, dès le XIIIe siècle, et qui, pour mieux documenter son travail, a souvent eu besoin des figures. L'administration des eaux et forêts était chargée, entre autres responsabilités, de protéger les droits royaux sur les forêts et de veiller à ce que le bois ne soit pas coupé ou vendu sans autorisation. Les maîtres des eaux et forêts sont des inquisiteurs, enquêteurs et réformateurs de la forêt. Dès le règne de Charles V, un officier dit le souverain maître des eaux et forêts rend la justice en appel dans le ressort du Parlement de Paris et de Rouen au siège des tables de marbre. C'est à ce siège à Paris où est entendue l'enquête à l'origine de la figure de la forêt de Tell. Je ne vais pas vous envoyer avec la longue histoire de la forêt française avant l'époque de notre figure. Je dirais seulement que la gestion des forêts pendant le règne de François Ier devenait plus importante, peut-être à cause des défrichements dus aux besoins aigus du bois de chauffage, peut-être à cause d'une grande croissance du besoin de bois pour bâtir les bateaux, surtout à l'époque de l'âge des grandes découvertes et de l'exploration. Les agents de l'administration des eaux et forêts au XVIe siècle ont été chargés de la surveillance des forêts du royaume et la réglementation de la chasse. Et en effet, François Ier était le premier roi de voir les forêts comme des sources de profit, comme une ressource naturelle qui devait être protégée. Ces ordonnances renforcent et réforment l'administration forestière, réglementent la chasse et proposent la conservation des forêts dans l'intérêt public. On va trop loin, je crois, si on voit en lui un esprit de la conservation de la nature moderne, mais il semble qu'il a pris un premier pas dans cette direction. Alors, c'est sous l'égide de l'administration des eaux et forêts que Pierre Hautemann, conseiller de roi Notre Sire, lieutenant général du grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du Royaume de France, a conduit une enquête autour des abus dans la forêt de Tell. Cette enquête s'agissait des droits de gruerie ou de grouage, parfois de grairerie. Dans le procès-verbal de la figure de la forêt de Tell, on utilise le mot grouage ou parfois gruage. Et alors, à quoi s'agissait ces droits? C'est une bonne question. À vrai dire, c'est difficile à préciser. Le grand historien de la forêt du XVIe siècle, Michel Devèze, a écrit dans une partie de son livre intitulé « Sens exact des mots gruerie et grairerie » que le mot gruerie avait pris en sens général, s'appliquant aux droits de justice et d'administration d'un propriétaire éminent sur une forêt. Le gruyer est le chef de cette administration. Ces droits limitent la coupe du bois dans les limites de la gruerie, mais le sens exact, admet Devèze, est perdu. Par contre, Devèze précise que la vente du bois et du terrain est en principe dirigée par les officiers royaux. Les tréfonciers ont cependant, je cite, ont cependant le droit de puiser gratuitement tout ce qui est nécessaire à leurs besoins, mais ne peuvent faire d'opérations commerciales, revendre, ni même échanger leur bois sans payer des taxes spéciales qui représentent le prix de l'autorisation. Un tréfoncier qui avait pris sans autorisation de son bois pour se chauffer est condamné dans l'année 1460 à une amende de 26 sous parisis. La vente frauduleuse des bois de gruerie entraîne même légalement la confiscation. Par contre, le roi s'arroge le droit de prendre pour les usages les plus divers dans ses grueries le bois dont il a besoin. À Tell, le roi perçoit des droits de grouage en participation avec la dame de Noyon, la châtelaine de Trile de Châtel, Jacqueline d'Estouteville, et avec le sieur de Juy, Charles Pellevé. Les conflits dans la forêt de Tell remontent au moins au début du XVe siècle et peut-être plus loin. Dans le dossier ici associé avec la figure conservée
pour cette histoire, on trouve un document daté de 1404, une constatation d'abus dans la forêt de Tell qui conduisait à une visite sur les yeux par Hector de Chartres, lui-même le grand enquêteur et réformateur général des eaux et forêts de l'époque. Le 30 mai, après avoir convoqué tous les seigneurs et habitants des villes alentours et observé l'absence de 8 d'entre eux, l'officier et son huissier et procureur, à 10 heures du matin, firent le tour de la forêt afin de réaffirmer ses limites. Ils ont identifièrent les bornes et, dans un document écrit, décrivirent leur déambulation. Et à cette date, aucune carte ne fut établie. Une description textuelle était suffisante. Et la description écrite persistait. Devez note que la définition de la gruerie de la forêt de Tell est, je cite, décrite dans plusieurs textes de la première moitié du XVIe siècle. Il est prouvé que la gruerie de la forêt de Tell s'entendait de Chaumont au grand chemin qui mène du dit lieu à Beauvais, passant par Jussutel jusqu'à Honneuil et le bois de Troussure. De là, la gruerie laissant au nord, en Zambray, allant aller jusqu'à Saint-Germain-de-Fly et, filant vers le sud, atteignent les rives de l'Epte à Sailly-Fontaine, enfin, passant au large de Gisors, atteignent Trie-le-Châtel et enfin Chaumont. Tout cela est dessiné sur la figure. Sur cette figure, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est la conservation aussi du procès-verbal de, je cite, la collation et récollement de la figure universelle. Pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? Parce qu'habituellement, lorsque un procès-verbal est conservé en parallèle d'une figure, il s'agit souvent du procès-verbal de la visite des lieux. Le jeu de l'historien, c'est de lire le document et d'essayer de retrouver le circuit, le parcours des lieux sur la figure. Donc il s'agissait de vous présenter cette première page du procès-verbal de la confection de la figure de la forêt de Tell, qui nous livre une relation très pittoresque du processus de fabrication de cette figure. Le procès-verbal est établi par Pierre Othman, le lieutenant général des eaux et forêts de la Table de Marbre, au palais de la Cité, les 2 et 3 juin 1541. Le récollement de la figure a lieu en présence des parties et d'autres seigneurs circonvoisins de la forêt de Tell. Ce procès-verbal se compose d'un cahier de 14 feuillets, dont 4 au moins nous livrent une discussion haute en couleur, des débats qui ont lieu autour de la figure. Chaque co-seigneur, vous me passerez l'expression, essayant de tirer la couverture à soi dans cette affaire de droit de Gury. Les peintres sont également présents puisqu'ils sont venus à Paris, au Palais de la Cité, soumettre la figure, une proposition de figure, ainsi que les esquisses préparatoires réalisées dès le mois d'avril à l'occasion de la visite des lieux. Dans ce procès-verbal, on découvre en effet que les peintres ont produit plusieurs documents appelés minutes originaires qu'ils vont ensuite assembler les uns avec les autres pour former la dite figure universelle. Le document conservé aujourd'hui dans les archives est la mise au propre de cette figure assemblée au Palais de la Cité. Il avait été convenu dès le 16 mai que les seigneurs se retrouveraient à Paris le 2 juin entre 8h et 9h pour, je cite, voir procéder à la collation et récollement de la figure universelle de la forêt de Tell sur les minutes originaires. Autrement dit, ils étaient là pour garantir la fidélité de la figure universelle, une fidélité du document final au regard des esquisses levées sur le terrain et certainement déjà discutées au cours de la visite. Chacun serait logé à la demeure des officiers. Je vous passe les discussions à propos de la répartition, de qui dormirait chez qui. En tout cas, 2 seigneurs seraient logés dans chacun des hôtels des officiers de la cour.
Après avoir décliné l'invitation, la dame de Trichâteau a finalement décidé de faire le déplacement à Paris. Au dernier moment, on différa donc le début de la procédure qui, au lieu de commencer à 8h ou 9h, devait finalement commencer au début d'après-midi, puis finalement n'a commencé qu'à 16h. Après, Caudricouille et Romain Buron, peintres accordés par les parties pour figurer les lieux, ont présenté leur travail, c'est-à-dire le portrait d'Icelle Figure, la maquette de la figure universelle qu'ils soumettaient à l'approbation des parties sous le contrôle de Pierre Othman et de son adjoint. C'est à ce moment-là que les choses se sont corsées et ont pris une autre tournure. Le seigneur de Bétichère et du Petit Boissy s'est mis à contester la procédure. Il dit que quelques montrées et figures qui aient été faites et fait faire par les parties adverses, c'est-à-dire les trois co-seigneurs, le seigneur de Chaumont, de Trichâteau et de la Tour-Bègue, que quelques figures aient été faites et fait faire par ces parties, que le lieu éther du Petit Boissy, à lui appartenant, n'est aucunement dedans l'enclos, né de la prétendue forêt, et n'y a esté et ne fut onc son dit lieu sujet à aucun droit de gruage, ainsi qu'il entend dûment avoir déduit et prouvé. Il proteste que quelques circuits ou figures que l'on ait faites, ce ne lui puisse nuire, n'est préjudicier, et ne le puisse abstreindre, n'est rendre aucunement à aucun droit de gruage. Autrement dit, le seigneur du Petit Boissy craint que la représentation de sa seigneurie sur cette figure ne fasse de lui ou de ses héritiers un vassal des seigneurs de Chaumont, de Jouy ou de Trie. Le procureur de Jacqueline d'Estouteville protesta sur le même ton. Il dit que le dit récollement de figures ne lui puisse préjudicier, à Jacqueline d'Estouteville donc, en ce qu'elle dit que la dite forêt de Telle, s'étend plus avant du côté d'Orient, au bois de Borgne et autres lieux circonvoisins et adjacents, et dit qu'elle a joui du gruage des dix bois comme étant sujet au dit droit de gruage. Au-delà du fait que les deux seigneurs n'ont pas le même point de vue sur les droits de gruerie, cette discussion révèle une autre divergence, entre l'image figurée et la représentation mentale que la dame de Trichâteau et son procureur s'étaient fait des lieux. C'est alors que Charles Pellevé se mêle de la discussion. Il prend la parole pour protester à son tour, protester au contraire que la forêt ne s'étend du côté d'Orient en ses bois, terres et seigneuries, mais du côté d'Occident, selon la montrée et limite qui en a été faite par-ci devant notre présence. Lui, au contraire, soutient la représentation réalisée par les peintres André Couille et Romain Buron. L'argument fait mouche. Il a valeur d'autorité, puisqu'il renvoie à la visite qui a été faite et aux discussions qui ont déjà eu lieu. Le débat est donc clos. Ce débat n'aura eu lieu qu'entre les trois co-seigneurs principaux impliqués dans la redéfinition des limites de la forêt concernant les droits de gruage. Les demandeurs qui, en fin de compte, ont jugé que la figure proposée par les peintres était recevable, ont intimé l'ordre à Pierre Othman de procéder à la collation et au récollement de cette figure pour lesquelles ils s'étaient tous réunis à Paris. La démarche est la suivante. C'est encore, à la suite de cette discussion, ce que nous dit le procès-verbal. Pierre Othman se munit du procès-verbal de la visite des lieux, qui ne nous est pas conservé, il en fait la lecture et repère les lieux décrits sur les minutes originaires. Vous savez, c'est le jeu auquel se livrent habituellement les historiens. En fait, c'est un jeu auquel se livre le lieutenant des eaux et forêts à la table de marbre. Il compare ce qu'il observe sur les minutes originaires avec ce qu'il observe sur la maquette de la figure universelle. Une fois que tout le monde est d'accord sur la situation des lieux, un greffier, le commis du greffier plutôt, vient inscrire les toponymes. Ce ne sont donc pas les peintres qui inscrivent les toponymes, tout ça sous le contrôle, bien entendu, des peintres et des parties. La procédure ayant commencé tardivement, on se souvient que la dame de Trichâteau avait fait des siennes et n'était arrivée qu'à 16h, tous sont de nouveau convoqués le lendemain matin, à partir de 6h ou 7h.
Oui, vous vous en doutez, hein, ils sont convoqués au logis de Pierre Hautemann de manière très matinale. Ils n'arriveront pas avant 8 heures. Donc, cette histoire, désormais, se passe non plus dans le lieu institutionnel, mais au logis de l'officier, entre les 3 co-seigneurs ou leurs représentants et les peintres. À ce moment-là, alors que l'on pensait l'affaire close, les débats, les discussions définitivement clos, le procureur et la dame de Trichâteau pointent un vide juridique. Il n'y a nul jugement par lequel soit ordonné que toute la figure générale que les particulières soient mises en une et collationnées. Néanmoins, ne veut empêcher la collation des dites figures, il sait l'être mis en une. Il revient ainsi à la charge sur la controverse de la veille, à propos de la correspondance entre ces différentes minutes et cette figure. Et il revient donc à la charge sur la controverse de la veille, soutenant, comme par-ci-devant a fait, que la dite forêt s'étend du côté d'Orient, plus avant que ne contiennent les dites figures, et même qu'en Issel forêt sont compris les bois de Jouy et autres qui ne sont mis ni figurés en la dite figure, et aussi à la charge que les originaux des dites figures demeurent par devers la cour, et sans que la dite collation de figures ne puisse préjudicier au dit droit de la dite dame. C'est-à-dire que la figure est accordée, comme le soutient Charles Pellevé avec une forêt plutôt à l'ouest, mais eux considèrent que la forêt se trouve plutôt à l'est. Et il convient donc de dire que d'un point de vue juridique, cette figure universelle réalisée par les peintres et mise au propre n'a de valeur juridique qu'à partir du moment où le procès-verbal de sa confection est conservé et les minutes originaires également. Et dans le cadre hypothétique d'un procès à venir, il faudra amener à l'appui de cette figure non seulement la figure, mais le procès-verbal et toutes les minutes. La façon de lever les minutes originaires qui aujourd'hui n'ont pas été conservées, elles sont perdues, a heureusement pu être reconstituée par Camille Serchuk par analogie avec d'autres figures de l'époque et à l'appui de traités théoriques en circulation dans le milieu artistique et érudit de la Renaissance. Alors, comment est-ce qu'on faisait une telle carte? L'auteur, les peintres, le cartographe commençaient son travail par la visite des lieux. Pour tout voir, il fallait monter sur un hauteur. Alors le dessinateur cherchait un ou plusieurs points élevés d'où il pouvait avoir un point de vue qui lui permet d'appréhender la configuration générale des lieux. En 1570, alors après la confection de cette carte, par exemple, le roi Charles IX, ayant missionné Nicolas Nicolai pour décrire et cartographier diverses régions du royaume, ordonne par lettre patente à tous ses sujets d'autoriser, je cite, à entrer en toutes les dites villes, châteaux et forteresses, abbayes, prieurés, monastères, tours, clochers, lieux environnants et autres endroits de notre royaume dont il vous requiera et aura besoin pour plus aisément considérer l'assiette des pays, mesurer et décrire les distances des lieux. L'examen attentif des figures permet parfois de déterminer plus ou moins précisément l'endroit, ou plutôt les endroits, car les points de vue sont multiples, où s'est tenu le peintre, en haut du clocher ou même d'un arbre. Les deux peintres de Gisors avaient fait, comme vous avez entendu, des croquis sur place et puis fait un assemblage d'eux. Sur la carte elle-même, on peut voir une preuve d'un processus d'assemblage, non seulement plusieurs pièces de parchemin qui sont collées autour d'une peau plus grande au centre, mais aussi, c'est peut-être un peu difficile à voir, c'est très pâle, il y a une grille tracée au crayon qui apparaît au centre de la carte, qui est probablement liée un processus de transfert. Cette technique, encore utilisée aujourd'hui,
est décrite dans les manuels artistiques de la Renaissance. Le dessinateur impose une grille sur le dessin qu'il souhaite agrandir afin de transférer minutieusement les composantes de chaque carré sur une feuille plus grande et également quadrillée. Au cas où, comme pour la figure d'autel, on commençait avec plusieurs croquis, l'affaire de les unifier dans une figure universelle, comme est décrite dans le procès-verbal, est facilitée par la grille. Cette grille a plusieurs usages. Alors, ce premier, qui est appelé la vela ou la voile, par l'illustre auteur italien Leon Battista Alberti, montre comment l'utiliser cette grille pour la confection de l'image même. D'ailleurs, on voit le même processus. Alors, vous voyez, il y a cette forme de cadre avec le quadrillage et puis le papier mis au carreau sur la table. Et on peut regarder de chaque partie où mettre la partie équivalente. On voit le même processus dans une gravure très connue de Albrecht Dürer, dans laquelle le dessinateur regarde son sujet à travers cette grille avant de tout mettre sur le papier devant lui. Un livre anglais du XVIIe siècle montre plus précisément le processus suivi par les deux peintres de la figure d'autel. La grille permet la traduction, c'est vraiment ça, d'une taille de dessin à une autre, simplement par l'équivalence des carrés. Si on a un croquis qu'on veut agrandir, on surimpose une grille sur le croquis ainsi que sur la version finale, ce qui est visible ici en crayon, et on met dans chaque carré ce qui se trouve dans le carré équivalent sur le croquis. C'est assez facile de voir ici, dans un exemple beaucoup plus tardif du peintre anglais Leighton du XIXe siècle. Alors vous voyez le dessin carré et puis on voit pour l'agrandir, on fait la même chose sur le tableau même, sur la peinture même. Et puis on ajoute la couleur. Cette technique de transfert devait être bien connue par les deux peintres et surtout par Buron, qui devait l'utiliser lors de la préparation de dessins préparatoires de ses vitraux. La grille, très très difficile à voir, mais elle est en rouge ici. Il y a des petits traits en haut. Le document même a été plié et c'est beaucoup plus facile de voir les plis que voir les carreaux, mais il y en a. Je vous jure. Je vous montre ici un exemple de ce genre de dessin préparatoire mis au carreau pour un vitrail néerlandais de la même époque. Malheureusement, à ma connaissance, aucun dessin préparatoire des vitraux de Buron ne nous est conservé. Comme c'était le cas à Tel, souvent le terrain est mesuré en même temps que dessiné. Et on sait bien qu'il y a plusieurs exemples qu'on peut voir à l'expo où on voit qu'il y a des mesureurs payés en même temps que les dessinateurs, ce qui est le cas ici. La multiplication à cette époque de nouveaux instruments et procédés permettant la mesure de toute distance est notable. La corde, la règle, la chaîne, l'équerre suffisaient pour la mesure des terrains restreints, comme des parcelles, mais pour les mesures de plus grande distance, des angles, des hauteurs, des profondeurs ou des points inaccessibles, on disposait de l'astrolabe, de l'holomètre, du carré géométrique et d'autres utiles. L'utilisation de ces derniers exigeait des calculs fondés sur la trigonométrie et de longues explications techniques dans les publications parfois en latin, mais souvent en langue vernaculaire. Il s'agissait davantage d'ouvrages de présentation et de collection que d'enseignement en tant que tel, mais il témoigne un souci d'encadrer les pratiques techniques par les connaissances savantes et la diffusion de tous ces savoirs par les manuscrits parfois, mais surtout par l'imprimé. Même si les praticiens, comme les mesureurs dans la forêt de Tel, eux-mêmes avaient tendance à apprendre sur le terrain plutôt qu'en cabinet.
Alors ici, on voit, il y a un traité de l'arpentage avec l'arpenteur, avec la verge et l'équerre. Et c'est avec ces outils qu'il va mesurer ce terrain. Et ce qu'on a à droite, c'est un outil un peu plus compliqué qu'on utilise, le carré géométrique, qu'on utilise pour mesurer les distances plus longues. À cause des liens entre les dessins des vitraux de Romain Buron avec les gravures de Dürer, on sait qu'il connaissait les gravures qui circulaient largement dans les cercles artistiques à l'époque. Alors il ne faut pas écarter la possibilité que les deux peintres de Gisors, qui avaient confectionné la figure de la forêt de Tell, avaient connaissance des publications telles quelles. Il y a ces trois ouvrages datent d'après la figure de Tell, mais ils nous montrent les techniques de la perspective et du calcul des distances dans les publications adressées à un assez grand public. Quelqu'un comme Pierre Ottmann, par exemple, pouvait avoir tel livre dans son cabinet. Le premier livre ici, c'est de Jean Cousin, le peintre. C'est un livre de perspective qui nous montre comment imposer la perspective sur un paysage. C'est un livre adressé à un grand public. Au centre, c'est un traité sur un outil qui s'appelle l'holomètre d'Abel Foulan. Et à droite, traité de l'astrolabe de Johann Stoffler, qui montre les deux montrent les techniques de mesure avec des instruments plus sophistiqués, surtout pour les fins militaires, mais également utiles pour l'arpentage des forêts. Sans ou avec ces techniques, la figure de Buron et Cui montre leur utilisation de diverses techniques de dessin. D'abord, ils ont choisi la plume plutôt que les couleurs. C'est une décision peu usuelle pour ce genre de figure et qui demande peut-être un peu d'interrogation. Comme la couleur prête à une figure le sens visuel d'être sur le champ, devant le lieu même, son absence est notable. Peut-être les peintres voulaient que leur figure se rapproche à un document écrit, pensant qu'elle peut faire plus autorité en encre qu'en couleur. Cette autorité pouvait encourager l'accord de la figure par les seigneurs. L'utilisation de la plume plutôt que le pinceau permet une variation de traits qui nous signale des approches différentes à leur sujet. Au centre, vous voyez mieux la grille, je vois, où il y a beaucoup de souches et peut-être donc beaucoup d'abus des droits de gruerie. Les peintres ont utilisé les traits de plume rapides et approximatifs pour donner à voir les souches rugueuses et irrégulières issues de ces mauvaises coupes. Ce style donne le sens de l'immédiat, d'une prise de vue sur place, tirée, comme on disait à l'époque, au vif. Bien que le manque de couleur ne soit pas naturel, entre guillemets, cette expression de la rapidité d'exécution, elle aussi aide à faire l'autorité de la figure. Pourtant, les peintres accordent plus d'attention aux détails des bosquets, d'arbres et à l'architecture des édifices que vous voyez en bas ici. Ce style aussi renforce leurs efforts de persuader leurs spectateurs de la véracité de la figure. L'exactitude de détails, soit de paysage, soit de bâti urbain ou villageois, montre leur connaissance exacte de leur sujet et leur maîtrise des techniques du dessin. L'ajout des villes autour de la forêt, que vous allez voir très vite, est aussi un choix curieux. Ce qui n'a vraiment pas de parallèle dans la cartographie locale de cette époque parce que ça fait une distorsion de l'échelle, vraiment. On a l'échelle de la forêt et puis l'échelle des villes autour. Alors, c'est un peu bizarre qu'on a ces deux échelles à la fois. Les peintres ont représenté des bourgs et des grandes villes de la région comme Gisors, comme Pontoise, comme Abbeville, etc. Paris, et vous allez voir, elle est aussi en bas. Ces villes révèlent la position de la forêt non seulement dans son environnement immédiat,
dans le vexin français, mais au sein du royaume. Beaucoup plus tard, on voit une approche similaire, mais pas exactement identique, sur les cartes imprimées néerlandaises, sur laquelle on voit une carte d'un pays, par exemple, avec les plans de villes autour. Mais dans les années 1540, il n'y a rien pareil. C'est vraiment une invention de ces deux peintres. Ces villes ornent la figure élégamment et peut-être communiquent l'importance de la forêt ou donnent l'illusion de cette importance, un effort peut-être de flatter des seigneurs et de leur encourager, encore une fois, d'accorder la figure. La figure de la forêt de Tell n'a qu'une seule orientation, au nord, pour sa représentation ainsi que pour ses inscriptions. En préservant une perspective unifiée, une perspective, je dirais, du tableau, les peintres ont rejeté un élément typique des cartes locales judiciaires. C'est plus commun pour les figures qu'elles gardent plusieurs orientations. Alors ici, on a une perspective unifiée pour les arbres, mais les inscriptions vont dans tous les sens. Alors on place ce genre d'image sur une table et on le regarde d'autour. Et ça montre la perspective variée des parties autour de la table même. Alors ici, nous sommes à Buisson-le-Comte, notre forêt disputée à l'époque. Alors, pour mieux comprendre ce qu'on a à Tell, peut-être dans le contexte de l'enquête, les peintres, ou peut-être Pierre Hautmann, voulaient représenter la perspective seule, surveillante de l'administration des eaux et forêts. Il me semble le cas qu'en faisant cette figure qui sera vue, étudiée, examinée de proche et critiquée par les grands seigneurs de la région, que les deux peintres ont voulu montrer leurs expertises artistiques, pensant peut-être qu'elle peut leur conduire aux plus grandes commandes. La virtuosité de la figure, par sa taille, son style, sa portée, sa versatilité, expose au Seigneur les talents non négligeables de ces deux artistes. On le voit chez Romain Buron, qui semble avoir utilisé les mêmes croquis qu'il a utilisés pour confectionner la figure de la forêt de Tell. Dans ces vitraux, vous voyez, il y a un puits ici, et également un puits ici. Ce n'est pas exactement la même perspective, mais c'est assez proche, il me semble. Alors, dans un vitrail qui date, comme vous voyez, à peu près du même moment, on voit le même puits. Donc, on peut voir comment la tradition artistique et les pratiques décrites dans les traités informent la cartographie, ainsi que comment la tradition cartographique informe l'art. Ces échanges, je crois, méritent plus d'investigation. Tu le crois aussi? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant cette idée que tu avances, que Romain Buron ou André Couille aient pu utiliser cette figure de la forêt de Tell pour aller chercher des commandes plus prestigieuses par ailleurs. Puisqu'aujourd'hui, si nous n'avons qu'une seule figure de la forêt de Tell conservée dans le Chartrier de la Roche-Guyon, il est fort probable que cette figure ait été exécutée en 3 exemplaires pour chacun des co-seigneurs. François Ier, suivant ses affaires d'assez loin, étant représenté par ses lieutenants et ses différents procureurs, cette figure, le choix de la représentation d'une figure aussi exceptionnelle, qui apparaît comme une véritable œuvre d'art, en regard des plans de forêt levés entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIe siècle, il est fort probable que cette figure de la forêt de Tell ait été conçue comme une sorte de captatio benevolentiae de la part de la dame de Trichâteau et de Charles Pellevé à l'égard de François Ier. Ce qu'elle a d'exceptionnel, la figure de la forêt de Tell, par rapport au plan de la forêt de Chantilly, daté de 1479-1480, ou même de la forêt de Lomboël de 1566, ce sont ces vues
de villes, ces représentations topographiques évoquées par Camille, qui se dispersent tout autour de la figure et qui sont parfaitement reconnaissables grâce à leurs monuments, aux principaux monuments qui y sont figurés. Je ne vais pas vous faire un inventaire exhaustif de ces vues de ville, mais notez par exemple la représentation d'Amiens dans l'angle supérieur à votre gauche, que l'on identifie à la représentation de son beffroi. Je vous prie de me faire confiance sur parole. Également pour la représentation de Beauvais, avec la représentation du chevet gothique beaucoup plus élevé que Notre-Dame de la Basse-Œuvre, édifice de l'an 1000 qui lui sert de neuf. De la même façon, avec une représentation de Pontoise et ses principaux monuments, ses églises, son hôtel-Dieu et le château, ou encore la représentation de Paris sur laquelle je reviendrai un petit peu plus en détail. Au milieu de ce panorama des grandes villes du nord du royaume parfaitement reconnaissables, une ville se distingue, la ville de Gisors, dont il n'existe pas aucune représentation antérieure, puisque la première représentation connue de Gisors date des années 1610. Et là, celle-ci, elle est représentée avec une fidélité exceptionnelle du point de vue topographique, dans la physionomie générale des villes. Les deux peintres, Audry Couille et Romain Buron, sont originaires de Gisors. Les autres villes du royaume, que je vous ai dit reconnaissables à leurs principaux monuments représentés, ne bénéficient pas de la même précision d'un point de vue topographique. J'en veux pour preuve cette représentation de Paris, dont je vous propose ici un croquis qui m'a permis d'identifier les différents monuments représentés, avec la Terrée de Charles V, l'enceinte du XIVe siècle, la représentation du Temple, de la Bastille, Notre-Dame de Paris en bonne place, l'abbaye Sainte-Geneviève, les Cordeliers sur la rive gauche, le palais de la Cité, avec l'enceinte, l'enclos, les ponts lotis, le Grand Châtelet et au premier plan l'hôtel de Nesle. Par comparaison avec la représentation de Paris sur le plan de Bâle daté du milieu du XVIe siècle, de 1550 environ, il apparaît donc que la ville de Paris est représentée dans une orientation de l'ouest vers l'est, avec d'un point de vue général, mais la cathédrale en revanche est représentée, nous donne à voir son flanc nord. Donc des problèmes topographiques assez évidents et surtout une orientation de la ville qui ne correspond pas à l'orientation de la forêt qui, elle, est représentée vers le nord. Qu'en dire de plus? Une réinterprétation également des lieux et des monuments représentés. Les peintres ne se sont pas rendus dans les villes pour pouvoir en proposer un portrait rigoureux comme ils l'ont fait à l'égard de la forêt de Thel. Regardez Notre-Dame de Paris, elle présente des formes à l'antique qui correspondent guère à ces formes du gothique classique, mais qui en revanche semblent emprunter ces formes à la collégiale gisorienne. Une collégiale en chantier entre 1538 et 1578, un chantier sur lequel sont impliqués et Romain Buron et Audry Couille. Un chantier monumental dans lequel est également impliquée Jacqueline d'Estouteville, la dame de Trichâteau. En effet, les deux peintres sont employés au décor et au décor des vitraux de la collégiale, de ses murs, mais également la mise en couleur des sculptures, la réalisation des registres de confrérie, etc. Sur la façade nord, les sculptures qui sont représentées à côté de la tour nord sont l'œuvre de Nicolas Couille, un peintre-sculpteur affilié à Audry Couille. C'est donc un petit monde, tout le monde se connaît et j'en viens donc ici à cette question de ces peintres
accordés dont il a été question dans le procès verbal. Les documents ne nous disent pas comment ont été choisis ces peintres. Vous avez vu le contexte gisorien, ils étaient connus, c'était des peintres de renom dès les années 1530. Ils ont donc été choisis parce qu'on les connaissait. Ils ont été choisis dès avant le 8 janvier, puisque dans ces registres de la réformation de la forêt de Thel, que j'ai eu la chance de découvrir la semaine dernière, donc là ce sont des nouvelles toutes fraîches que je vous livre, des documents encore inédits. Dans les registres de la réformation de la forêt de Thel, on apprend à la date du 26 avril que les parties n'ont pas encore payé les peintres ni les mesureurs pour la visite qu'ils ont effectuée des lieux. Le coût de la visite avait été établi dès le 8 janvier, au moment où les peintres avaient été définis. Les parties s'étaient accordées pour employer ces 2 peintres actifs sur le chantier de Gisors et pour les rémunérer à hauteur de 10 écus d'or. C'est une somme absolument astronomique, c'est-à-dire 5 écus chacun. Relativement, les 3 mesureurs qui livrent un travail remarquable, tu nous as expliqué toute la procédure assez complexe de ces mesureurs arpenteurs, eux sont 3 à se partager la somme de 6 écus d'or. Donc déjà, relativement, vous voyez la façon dont sont rémunérés assez grassement, disons-le, les peintres. Par ailleurs, en date du 5 avril, on apprend que les peintres sont payés pour la mise au propre, pour la réalisation de cette figure universelle. Ils sont payés pas moins de 22 livres et 10 sous tournois. Je vais être honnête avec vous, il manque encore des travaux en histoire économique sur le coût de ces œuvres. Mais, objectivement et dans l'absolu, 22 livres et 10 tournois, c'est une somme absolument astronomique. Ils se partagent cette somme-là pour les figures. Il n'est plus question de la figure universelle, mais les figures, c'est-à-dire les 3 figures mises au propre et destinées à chacun des 3 co-seigneurs. François Ier, seigneur de Chaumont, Jacqueline d'Estouteville, dame de Trichâteau, et Charles Pellevé, seigneur de la Tour-au-Bègue et de Jouy-en-Tête. Pourquoi ces peintres ont-ils été choisis et surtout pourquoi les a-t-on rémunérés autant ? Ce sont des peintres dont la carrière a récemment été revalorisée par les travaux de Marion Sœur, archiviste paléographe. Dans sa thèse de l'école des Chartes, elle reconstitue leur carrière et leur milieu artistique. Audricouille est un digne représentant d'une famille d'artistes actifs à Gisors depuis au moins le début du XVIe siècle. Le nom de Couille est un patronyme relativement connu, même fréquemment présent dans les archives de Gisors. On sait que Jean Couille, peintre au début du XVIe siècle, avait vendu un hôtel particulier à Robert Grappin qui n'est autre que le maître des œuvres de la collégiale de Gisors et qu'il veille donc à la bonne tenue de ce chantier, en partie financé par Jacqueline d'Estouteville. Audricouille, qui est un de ses descendants, on ne sait pas vraiment si c'est son neveu, son fils, un cousin, mais en tout cas, ils sont de la même famille, était jusqu'à présent connu pour des petits dessins dans des registres de confréries, pour la mise en couleur de sculptures, des travaux qui dans l'historiographie ne sont pas très valorisés, mais qui au fil des recherches apparaissent comme étant confiés à des peintres de renom. Et Marion Sœur, forte de ses recherches, de ses documents, a pu attribuer une des peintures murales à Audricouille, ce portement de croix qui présente un style qui témoigne des affinités du peintre d'Audricouille avec les tendances esthétiques du Nord, notamment cette ouverture sur un paysage représenté selon une perspective atmosphérique plutôt qu'une perspective géométrique. Cette montagne au fond évoque, nous rappelle les montagnes que l'on voyait représentées dans le haut de la figure de la forêt de Thel. Audricouille est un peintre qui a eu le bonheur d'être appelé sur le chantier de Fontainebleau.
Il est actif entre 1537 et 1540. Il est payé à la journée, il n'est pas payé mensuellement et a probablement a probablement participé au décor, à la mise en couleur de stuc, etc. On ne sait pas exactement ce qu'il y a fait. Toutefois, il revient du chantier de Fontainebleau à Gisors, auréolé du titre de maître. Il est passé de simple peintre local à un maître peintre actif sur l'un des plus grands chantiers royaux de la Renaissance. Romain Buron offre un autre portrait d'artiste. Tous deux sont membres de la même confrérie, la confrérie de l'Assomption, alors que Audricouille porte les mêmes armoiries que ses collègues, les armoiries des peintres, un écu à 3 besants d'argent. Romain Buron, lui, est doté d'armoiries personnelles, d'armoiries en propre, que vous voyez représentées probablement de sa propre main dans ce registre de la confrérie. Vous voyez les ornements avec cette tête d'ange qui somme l'écu, un dessin à l'encre d'une précision absolument exquise qui rappelle le dessin à l'encre de la forêt de Tell. Romain Buron, lui, est connu pour son activité de peintre verrier, à Gisors, bien entendu, vous en avez un exemple ici, où l'on voit son goût également pour la représentation de vastes paysages qui ouvrent littéralement la peinture vers un monde extérieur, vers un ailleurs. Également dans d'autres vitraux de la Normandie, Camille nous a présenté un vitraux de Conches. On pourrait citer également sa participation aux vitraux d'Andélis et puis un petit peu plus loin dans la région, à Beauvais, jusqu'en 1572 avec ce vitrail. Romain Buron a travaillé en Normandie dans la lignée d'Engrand-le-Prince. Engrand-le-Prince qui est un grand peintre verrier de la Renaissance, originaire de Beauvais, connu pour son activité à Rouen. Dont il dote les églises de différents vitraux. Deux notamment contiennent des vues de ville, une vue de Beauvais et une vue de Rouen. Une vue de Rouen que l'on peut comparer à la vue de Rouen représentée en marge de la figure de la forêt de Tell. La vue figurée par Romain Buron et André Couille, je reste prudente, je ne me suis pas livrée à un jeu d'attribution entre l'un ou l'autre des artistes. Donc une vue réalisée par l'un ou l'autre des artistes n'adopte pas exactement le même point de vue que celui sur le vitrail, mais on note la présence des mêmes édifices. Le pont, ici, que vous retrouvez également sur le vitrail. La tour de l'horloge, représentée ici comme couronnement de la croisée du transept, et la cathédrale ici, avec ces deux tours qui n'ont pas la même ampleur, qui n'ont pas la même hauteur, représentées avec plus de fidélité et plus de précision. Il faut le dire aussi dans un format beaucoup plus large, beaucoup plus vaste sur le vitrail d'Engrand-le-Prince. Ces deux représentations ne sont pas exactement superposables, évidemment. Néanmoins, elles procèdent manifestement d'un modèle commun. Et c'est là que je voulais en venir. Ces vues de ville figurées aux marges de la forêt de Tell témoignent de la connaissance de Romain Buron et d'Audricouille de modèles préexistants, de modèles antérieurs, qu'il s'agisse de Beauvais, d'Amiens, de Pontoise, de Paris ou de Rouen. Il existe des représentations de ces villes dès le milieu du XVe siècle. Et donc, étant donné leur relation avec le milieu artistique parisien, par des liens de famille, par leur activité sur le chantier de Fontainebleau, leur habitude à travailler à partir de modèles gravés. Camille vous a parlé des gravures de Dürer. On pourrait également penser aux gravures produites par l'école de Fontainebleau, de Marc-Antonio Raimondi notamment. Ces peintres ont probablement réuni un certain nombre de représentations de ces villes, soit des dessins, soit des gravures, et qu'ils ont compilées et représentées tout autour de la forêt de Tell, ce qui explique aussi pourquoi le point de vue, l'orientation de ces villes n'est jamais le même et ne correspond pas exactement à l'orientation de la forêt à proprement parler.
Ce choix de Romain Buron et d'Audrey Couille, qui s'explique par les liens étroits qu'ils entretenaient à Jacqueline d'Estouteville, n'ont certainement pas été mis en défaut par les autres seigneurs, ni par Pierre Othman, qui connaissait suffisamment le milieu rouennais. Pierre Othman, lieutenant général des eaux et forêts, était coutumier de ce genre de documents. Il avait été employé à Rouen pour faire réaliser, dans le cadre de procès impliquant le cardinal d'Amboise, de forêts, de vues de forêt, de louviers et des bords. Au début du XVIe siècle, il avait confié la réalisation de ces plans de forêt qui ne sont pas conservés et dont je ne peux malheureusement pas vous montrer de vue, à deux peintres locaux, Jean Haché et Jean Duménil, qui ne sont pas connus par ailleurs. Des peintres qui avaient été simplement rémunérés en nature, avec un pichet de vin et 3 œufs pendant que les officiers banquetaient. Vous imaginez donc la différence de rémunération avec Romain Buron et Audrey Couille, payés non seulement 10 écus, plus de 22 livres pour la réalisation de ces figures. Donc tout ça pour vous dire que cette figure que nous vous présentons comme un document absolument exceptionnel, considérant le contexte archivistique et le style du document, ce n'est pas simplement la vue de deux historiennes de l'art tombées en pâmoison devant un document du milieu du XVIe siècle, mais on peut se fonder là-dessus sur des critères objectifs. Et cette figure témoigne également de l'importance de ces artistes dans le milieu de la Renaissance, deux artistes qui mériteraient qu'on leur rende la place qui leur est due. Comme vous avez vu, la figure de la forêt de Tell est une image remarquablement riche qui montre beaucoup plus que son objet ostensible. Elle nous montre bien sûr la grue de la forêt, ainsi que les châteaux des seigneurs, des arbres remarquables, des monuments, des moulins, des ateliers, des routes, des voies navigables. Elle nous fait découvrir ce que j'appelle un paysage vernaculaire, c'est-à-dire non seulement les bâtiments phares, mais aussi les éléments qui sont présentés tels quels, comme on les a vus à l'époque, directement au vif, comme on le disait, sur le champ, dans la forêt. On voit aussi, je crois, les premiers pas vers le genre de paysage pur qui n'existait vraiment pas à cette époque. Elle nous montre aussi l'importance des peintres pour la gestion de territoire, surtout local. L'étude de l'histoire de l'art a été souvent consacrée aux grandes commandes. Mais on peut voir aussi, à travers cette image et à travers beaucoup d'autres, que c'est possible d'élargir la perspective sur l'art de l'époque pour considérer des documents faits par les artistes, avec les mêmes outils, les mêmes intérêts qu'on voit dans leur tableau. Malgré les nombreuses objections à la figure, elle semble avoir satisfait Othman. Le registre de l'administration des eaux et forêts note que le 19 avril 1543, le seigneur de Petit-Boissy fut condamné à payer une amende de 300 livres parisis. C'est une somme énorme. Aux demandeurs, c'est-à-dire les 3 gruyers, et à la restitution du dommage. Je vous encourage de venir voir la figure même pour découvrir ces merveilles vous-même. Merci. Merci à toutes les deux et au travail remarquable que vous avez fait avec les autres commissaires de l'exposition. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, si vous n'êtes pas encore allé voir l'exposition à Paris. Question. Merci. Vous avez parlé à plusieurs reprises de Chaumont. Oui. Et de François Ier.
Et vous avez mis un autre seigneur qui est seigneur de la Tour aux Bègues. Oui. Je voudrais savoir quelle différence vous faites. C'est une question. Je suis de Chaumont. Il est seigneur des deux, n'est-ce pas? Je crois. Alors, je reprends mes notes. Donc, François Ier, alors, que je retrouve. Mais, François Ier, donc, est le seigneur de Chaumont. Et dans les documents, on nous parle donc, de Charles Pellevé, qui est seigneur de Jouy-en-Telle et qui est seigneur en fief de la Tour aux Bègues. Il n'est pas seigneur à proprement parler de la Tour aux Bègues, mais il est parce que la Tour aux Bègues, c'est l'ancien donjon de Chaumont. Oui. Alors, c'est pour ça que... Non, il est seigneur en fief. De toute façon, François Ier ne gouverne pas par lui-même. Voilà. Mais c'était ça. Merci. Oui, voilà. Merci d'avoir précisé. Oui, je voulais vous dire, vous avez utilisé assez souvent le terme récollement. Oui. Et donc, je suis un ancien forestier, et ce terme forestier est toujours utilisé. Enfin, ça disparaît maintenant complètement, mais on l'utilisait encore dans les années 70 pour le récollement, c'est ce qu'on appelait des souches, le récollement de souches en forêt, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une infraction, par exemple des arbres coupés en délit, on avait la possibilité de reconnaître, il fallait faire la reconnaissance de toutes les souches qui étaient marquées avec le marteau de l'État au pied, avec le poinçon de l'État. Donc le marteau de l'État, je m'explique, vous connaissez certainement, hein, c'est une hache avec derrière un poinçon qui est déposé au greffe du tribunal. Donc cet outil est encore utilisé de nos jours, mais le terme récollement, bon voilà, c'est un terme qu'on utilise, continue d'utiliser, parce que à l'heure actuelle, je parle de maintenant, c'est pour ainsi dire disparu. Mais j'ai fait un récollement en forêt domaniale, pas loin d'ici, forêt de l'Isle-Adam, dans les années 70. Vous faites bien de le préciser, puisque c'est un terme qui est encore très souvent utilisé aujourd'hui. Non, mais c'est aussi un terme très souvent utilisé aujourd'hui dans le domaine, Sylvie de Chavannes me confirmera peut-être les propos, et dans le domaine archivistique, mais aussi muséal, lorsqu'il s'agit de faire l'inventaire des collections, et on procède au récollement également des collections, des réserves en règle générale, pour s'assurer que toutes les pièces sont bien à leur place. Ce que je voulais vous préciser aussi, c'est que les cartes anciennes, à moins aussi anciennes que celles que vous avez présentées, mais celles des années 1700 par exemple, je les ai beaucoup utilisées dans mon métier, au niveau historique, pour justement reconnaître par exemple des limites, ou alors des points très précis, par exemple des mares anciennes, des mares pavées par exemple, que j'ai retrouvées, parce que je m'occupais pas mal de la restauration des milieux humides. Et donc j'ai retrouvé comme ça des mares forestières pavées, donc qui étaient utilisées pour abreuver par exemple le bétail quand ils faisaient des coupes en forêt, en utilisant bien entendu les chevaux. Donc il fallait donc des points pour abreuver les chevaux, et donc ces mares étaient aménagées dans différents points de forêt. Donc je parle de la forêt de l'Isle-Adam, de Montmorency-Carnel. Et je possède une carte qui est très très bien, qui est une très belle carte des années 1700 de la forêt de l'Isle-Adam, qui n'est pas aussi ancienne que celle que vous avez présentée, mais qui est très belle, et que j'ai trouvée aux archives de Chantilly. Merci. Il faudra qu'on pense à faire le tour des forestiers pour retrouver les anciennes cartes. Oui. Il y a une autre exposition à faire qui est consacrée aux forêts, il faut dire. Est-ce qu'on sait comment a été constituée cette forêt de Telle? Est-ce que ce sont des donations du Moyen-Âge? Et justement, quand il y a des donations seigneuriales, on a parfois des éléments de situation.
Ça m'étonne qu'on ne se soit pas appuyé justement sur ces donations anciennes. Alors pour le cas de la forêt de Tell, il n'en est pas question dans les documents et je reconnais que je ne me suis pas intéressée à cet aspect-là de la question. Néanmoins, pour d'autres documents, on s'appuie en effet sur les donations et c'est presque un tournant que l'on voit apparaître dans les figures. Il y a un certain nombre de figures non conservées et alors que dans un premier temps, au XVe siècle, souvent lorsque la cour commande la réalisation de figures, c'est à l'occasion de conflits. Et autour de 1500, on voit apparaître un nouveau phénomène, notamment à l'initiative des établissements ecclésiastiques qui, à partir des donations, des chartes de donation, font réaliser une figure des lieux qui permet de se substituer aux chartes, parfois en utilisant des chartes manifestement fausses d'ailleurs. Mais là, dans le cas précis de la forêt de Tell, je ne saurais pas vous répondre. Il n'en est pas question. Ça concerne vraiment des droits de gruerie et la question de ces 3 co-seigneurs qui font quand même front face aux autres seigneurs. On a bien entendu la voix du seigneur du Petit Boissy, très virulent au moment de la collation de la figure. Et finalement condamné à payer une amende absolument de 300 livres. Sur notre site internet, nous avons reproduit l'article de Nicole Leroy qu'elle avait rédigé en 1998 et nous avons mis donc des images qui peuvent être, que vous pourrez aussi sur lesquels vous allez pouvoir zoomer. Et nous avons remis, au lieu de faire un PDF de l'article dans le catalogue, où justement les images sont en vignettes difficilement lisibles, sur l'article que nous avons reproduit en ligne, vous allez avoir une série de vignettes avec la représentation des arbres, des souches dont Camille vous a parlé tout à l'heure, la représentation très très précise des coups de crayon précis sur les différents bâtiments de chaque ville. Donc on a remis des zooms en fait qui correspondent. Et là vous voyez le quadrillage. Oui, exactement. Ici. Vous voyez mieux, je pense, je me permets de montrer. Oui. Voilà, vous voyez le quadrillage. Vous avez parlé des toponymes qui étaient rajoutés, on les retrouve voilà, ici, là sur la croix. Et si je vais, là c'est le bois des 4 frères avec les défrichements. Regardez le détail. Donc vous voyez les souches ici, et puis les arbres et les voies. Voilà. Oui. J'utilisais déjà les arbres remarquables. Exactement. Dans Paris, Beauvais, Pontoise. Parce que quand même, on a un beau public pontoisien ici. Et il y a aussi le quadrillage ici. Comment ? Ensemble. Pontoise, dont on connaît d'ailleurs des représentations, une dans le retable du maître de Saint-Gilles, avec Saint-Gilles et la biche, mais il y a également un plan levé à la fin du XVe siècle, mais un autre plan non conservé, commandé par le roi à un peintre, Robert Gauguin, et réalisé entre 1523 et 1528. Il n'est pas impossible que Romain Buron et Audrey Couille aient eu connaissance de ce plan commandé par le roi dans les années 1520. Donc là, vous voyez Pontoise, et vous voyez là aussi le dessin, le carroyage en dessous, qui permettait du coup de faire la transposition à plus grande échelle. Donc vous pourrez zoomer sur l'ensemble. Vous allez pouvoir voir aussi que sur le cours d'eau de la Saône, il y a des bateaux. Vous pourrez zoomer dessus. À d'autres endroits, on a des canards. Oui. Tu l'as montré d'ailleurs, le canard. Des chevaux. Non. Alors on n'a pas tous les petits éléments mis en ligne, puisqu'on a juste remis ceux que Nicole Leroy avait utilisés dans son article. Mais écoutez, à ce moment-là, merci. Merci à tous les deux.